Alors pour ma part, moi, j'avais pas un rond. Personne n'avait envie de me financer. Les banques au Congo ne financent pas les startups. Ils ont les microcrédits, c'est clairement un gouffre. Il faut savoir que je suis mariée et donc la première personne à qui je présente mon projet, c'est donc mon mari, mon conjoint. Je lui dis du coup voilà mon projet, je veux me lancer, peut-être que tu pourrais m'aider dans le projet. Et c'est là que mon époux me répond non. Salut, vous regardez le podcast, le tout premier du paysage audiovisuel congolais. Comme à chaque fois, nous avons des invités de marque qui défilent sur ce plateau, conçu pour vous, en direct du studio broadcast de Kabali Solo, qui vous partagent leur expérience en espérant que ça transforme votre vie. Je suis Abdoul Kaba et je suis en compagnie de deux dames qui pèsent de par leur expérience, leur savoir-faire et toute la contribution qu'elles ont apportée dans ce Congo. Le thème de ce jour, c'est l'entrepreneuriat féminin au Congo, ici on en parlait. L'entrepreneuriat féminin au Congo, ici on en parlait, et on va en parler avec deux dames qui entreprennent depuis des années en République du Congo et qui inspirent plus d'une. Yessi Osebi Zouabi, bonjour. Bonjour Abdoul. Sonia Jacquet, bonjour. Bonjour Abdoul. On va vous laisser le temps de vous présenter déjà, en me disant bonjour, je fais ceci, j'entreprends dans ça, ainsi de suite. Faites la publicité de vos entreprises, ça nous est complètement égal. À la fin du mois, on vous envoie la facture. C'est bon pour vous, mesdames ? Ça fonctionne. Ah, mais bon, on est galant, c'est bon. Sonia, tu peux commencer par te présenter ce que tu fais dans la vie. D'accord. Alors bonjour, je suis Sonia Jacquet, directrice de l'agence de communication et de marketing d'influence nommée S2J Agency. De l'autre côté, j'ai une autre casquette. Je suis aussi également la promotrice de Colia Express, qui est un fast-food à la congolaise. Et à côté, j'ai également un bar à make-up nommé Gold Makeup. D'accord. C'est quoi un bar à make-up ? Alors, un bar à make-up, c'est un espace dédié à la beauté. Vous venez, vous vous maquillez et puis vous partez. Ok, faites pas les ongles et tout ça. Non, on ne fait pas les ongles. Juste le maquillage. Dédié uniquement au maquillage. D'accord. C'est un univers différent du tien, on est d'accord ? C'est vrai que on est clairement à l'opposé. Mais c'est bien, c'est le contraste. Oui, c'est vrai, c'est très contrasté. Je suis d'accord, c'est très contrasté. Tu vois ? Vraiment, pour le coup. Et en fait, c'est très intéressant parce que je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'était God Makeup parce que je passe devant. Ouais. C'est en face de la station Puma. Oui, exactement. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Je pensais que vous vendez du maquillage. Non. Et en fait, on peut juste se maquiller, mais on n'achète pas. Non, si, vous pouvez acheter aussi du maquillage. Oui, on en vend, mais c'est vous maquillez, si vous voulez, vous achetez. Sonia, tu te rends compte que grâce à cette émission, il y a deux choses qui sont passées. Une en off et l'autre maintenant. Là. C'est que là, elle sait maintenant c'est quoi le service de ce que tu proposes dans ton entreprise. Elle vient de l'apprendre là. Tu te rends compte ? C'est grâce à Kabali Solo, ça. C'est ça, Kabali Solo, partager l'histoire. Et même avant, il y avait quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous vous êtes rendu compte, en arrivant, c'est que vous étiez cousine. Non. Pas vraiment, mais bon. Vous êtes de la même famille. Bah, au fait... Ton père a le même nom que celui... le mien. Exactement. Ton père, c'était pas un enfant un peu... Non. En fait, ils sont cousins. Ah, donc ton père est le cousin de son père. Et vous êtes... Non, mon père, c'est son cousin. Ah, à moi. Donc du coup, toi, tes attentes... Et vous vous en êtes rendu compte là, oui. Là. Parce que comme on est toutes les deux mariées, on a des noms composés. Et donc, elle me dit, mais c'est intéressant. Et tu t'appelles Osebi, mais moi aussi, c'est Osebi Jacquet. Et je dis, bah bon, mais toi, c'est Osebi de quel... Ah, donc toi, c'est Sonia Osebi Jacquet. Non, moi, c'est mon père qui s'appelle Osebi. Ok, parfait. Moi, c'est Jacquet tout court. Jacquet tout court. Ouais. Et moi, mon nom de jeune fille, c'est Osebi Douniam. Oh. Donc, j'ai enlevé Douniam pour Zouabi. Et donc, on a recréé l'affiliation... Bah, écoutez, invitez-nous au mariage, hein. Non, ça va. Yessé, tu t'es pas présentée. Très bien. Alors, je me présente. Je m'appelle Yessé Osebi Zouabi. Je suis architecte designer. C'est important de le stipuler. J'ai une structure, donc un cabinet d'architecture au Congo-Brazzaville qui s'appelle Yoda Group, qui a une histoire assez particulière. Bon, tout le monde me fait la petite blague à chaque fois. Mais pourquoi Yoda, Maître Yoda, Star Wars ? J'avais même pas fait le lien. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est installé sur ce marché. C'était pas évident de proposer ce service-là parce qu'au Congo, ou même en Afrique en général, c'est pas des métiers qu'on connaît. On se demande, on connaît des architectes, on connaît les décorateurs, mais qu'est-ce que c'est un architecte designer ?
Donc, et c'est quoi un architecte designer? Il y a toute une pédagogie. En simple. En simple, c'est une personne qui conçoit les espaces intérieurs. C'est-à-dire qu'on a une formation générale, un peu comme la médecine. On a une formation générale, comme un tronc commun. Au bout de combien d'années? Au bout de la 3e ou 4e année. Et là, les spécialités arrivent. Et là, voilà, je peux choisir de devenir DPLG, designer, paysagiste. Il y a une multitude, ou juste simplement ingénieur. En fait, il y a une multitude de choix. De choix après le tronc commun. Exactement. Donc... Et toi, tu as choisi architecte design? Tout simplement parce que ça me semblait plus... J'avais la sensation de boucler la boucle. En ne faisant que du DPLG, j'allais pouvoir travailler sur des édifices, construire des maisons, mais en mine de rien, on ne se rend pas compte, surtout en Afrique, on vit en intérieur. Oui. 80% de notre temps. De notre temps se fait en intérieur. À tort ou à raison, peu importe, mais les choses se font en intérieur. On ne gère pas l'intimité sous un prisme africain comme en Europe. Donc tout se passe à l'intérieur. Donc pour moi, il était évident de me focaliser sur quelque chose, sur un fait que je vis au quotidien. Donc d'où la spécialisation en design intérieur, mobilier et ainsi de suite. Donc concrètement, il y a un espace qui est déjà là et toi tu arrives. Tu fais quoi? Et alors, tu le décores, il y a deux choses. Il y a deux choses d'une. Il y a l'espace qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et qu'on conçoit. Moi, personnellement, pour ma part, aujourd'hui, ce que je fais avec l'expérience et le Rex, c'est que, contrairement à un architecte DPLG, je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est-à-dire que je conçois tous mes volumes intérieurs et après, je répartis sur l'extérieur. Le positionnement de mes fenêtres, de mes ouvertes, de mes portes et ainsi de suite. L'architecte DPLG, lui, il va faire l'inverse. Il va travailler sur la façade et la façade va conditionner l'intérieur. Donc, c'est deux écoles et deux approches différentes. Nous avons bien noté ensemble. Hein. Elle a frôlé le premier sous-thème de ce grand thème qui est l'entrepreneuriat féminin au Congo. C'est le premier point ou la première question est autour de votre parcours. Tu as plus ou moins déjà effleuré. On va revenir pour les compléments. Mais Sonia, toi, tu as commencé comment? C'est quoi ton parcours professionnel quand on dit Sonia Jacquet? Oui, tu as commencé comment? Alors, moi, je suis... j'ai fait 5 ans d'études à Paris. Donc, parmi les 5 ans, j'en ai fait 3 à Paris et ensuite 2 ans à Londres. Et j'ai obtenu un master en gestion de projet et en marketing. Suite à cela, donc en 2020, j'ai décidé de rentrer au Congo et donc j'ai lancé ma première agence qui était donc S2G Agency. Donc la première idée était de proposer donc un service nommé Taxicom, donc proposer des écrans sur les taxis, des écrans LED sur les taxis, faire du branding sur les portières de taxi et sur les bus. Et secondo, nous avons proposé aussi un service de marketing d'influence. Du coup, suite à cela, en 2022, donc après l'agence de communication et de marketing d'influence, j'ai lancé donc mon bar à make-up en partenariat avec un make-up artiste ici au Congo, nommé donc comme je vous ai dit précédemment God Makeup. Et là, il y a 4 mois, j'ai lancé mon fast-food nommé, donc, comme j'ai dit, Colia Express, un fast-food à la congolaise, à l'africaine, qui met en avant les mets africains. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Donc, en gros, j'ai une casquette d'entrepreneur. J'ai plusieurs activités. Ok, parfait. Tu veux compléter quelque chose dans ton parcours professionnel? Parce que tout à l'heure, tu commençais en disant ta spécialité, après le tronc commun. Sur mon parcours, il y a juste quelques points qui est nécessaire d'aborder. On ne fait pas ce métier parce qu'on a envie d'être architecte. Je pense qu'il faut un minimum requis, plus que de la passion et de l'amour. Il faut pas s'attendre à se dire, bon, allez, je vais faire ce métier, je vais briller, je vais avoir de l'argent, parce que c'est un métier extrêmement ingrat. C'est un métier qui est extrêmement prenant, qui est extrêmement drainant. On ne compte pas nos heures. Et j'étais très impressionnée d'entendre cette multitude d'activités et de choses que tu as pu développer en très peu de temps, d'ailleurs, entre le moment où tu rentres et aujourd'hui. Parce que, en parlant de métier ingrat, c'est un métier où tu as besoin de Rex, tu as besoin du retour sur expérience. Et donc, tu as besoin de temps. Donc, on ne peut pas
multiplier, diversifier, parce que chaque expérience constitue un capital, constitue une recommandation, constitue un book. Et il y a des réussites, comme il y a beaucoup de ratés, mais en réalité, les ratés, c'est juste le moyen de se forger un peu plus tous les jours. Donc voilà. Quels sont les premiers défis que tu as rencontrés parce qu'il faut quand même rappeler le thème, c'est l'entrepreneuriat féminin au Congo. En tant que femme, dans ton entreprise, déjà, il faut rappeler aux gens quelle est l'activité principale de ton entreprise. Parce que Sonia, contrairement à Sonia, elle a plusieurs branches dans son empire. Et toi, tu es dans l'architecture. Et quel est le service que tu sais, c'est aussi de la pédagogie qu'on va expliquer aux gens. Quel est le service de ton entreprise? Et ça s'appelle comment ton entreprise? Alors, mon entreprise s'appelle Yoda Group. J'ai commencé avec une toute petite structure qui était un établissement qui s'appelait Yod Architecture. Et je vous raconte la petite histoire parce que tout le monde me demande à chaque fois, mais c'est quoi cette histoire de Yod? Elle est vraiment un petit peu ridicule, mais c'est pas très grave. Quand vous démarrez une entreprise, quand vous allez chez le notaire pour pouvoir ouvrir votre entreprise, on vous demande de trouver un nom. Sauf que c'est ma première entreprise, qu'il faut trouver un nom sur... Et tu as toujours travaillé pour des gens. Donc, combien même tu as le souhait... En réalité, j'avais peut-être pas le souhait d'entreprendre. J'avais juste envie de vivre de mon métier. Je pense qu'il y a un peu une nuance. J'avais envie de faire ce que j'aime. Et si ça pouvait me rapporter un peu de sous, très bien. Tant mieux, quoi. Je l'ai fait quasiment pendant 7 ans gratuitement. Bon. Pourquoi tu l'as fait pendant... À l'école, quand tu fais les projets et ainsi de suite, c'est pour avoir des notes. On ne te donne pas d'argent. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça devient... tu sais que tu fais des projets, tu sais que tu aimes ça, tu vides, tu calibres à ça et donc ça te va. Donc, j'avais une idée en tête, c'était de faire ce que j'aime. Et donc, quand le notaire me demande, mais il faut trouver un nom, et je regarde... C'est vraiment ridicule, hein, mais je regarde mon sac et ma mère avait cette habitude, on est 4 enfants, non 5, et elle nous mettait nos initiales. Donc pour moi, YOD, Yeso Sebidounia, ma sœur Séné Osebi. Ouais. Donc en fait, on a... Et tu as pris le YOD qui était devant toi. Exactement, j'avais le YOD devant moi, j'ai collé architecture, ça a fait la première structure, donc Yod Architecture. Et comment tu passes de Yod à architecture à Yoda? Alors, je passe de Yod Architecture à Yoda Group quand je grandis, plus ou moins, et que je passe d'établissement à société, et qu'il faut... plus se structurer et puis surtout diversifier parce que là, on a les entreprises générales qui rentrent, on a différents corps de métiers qui vont rentrer, et ça, c'est aussi à nous pour pouvoir travailler sur des projets plus gros. Donc, on devient un groupe, entre guillemets. Ok, je comprends. Très, très, très bien. Et quels sont les premiers défis, toi, en tant que... ce qui est bien, c'est qu'on a 2 profils différents. Ici, on est d'accord que tu as fait des études à l'étranger. Donc, toi aussi, tu es revenu au Congo. Tout à fait. Et tu es revenu quand au Congo? Toi, c'est en 2020, Sonia. Oui, moi, c'est en 2020. Alors, moi, je suis extrêmement mauvaise sur les dates. Je ne sais pas pourquoi, j'oublie les anniversaires, les dates. C'était avant Covid, en tout cas. C'était avant Covid, bien avant. Et au fait, je suis impressionnée. Enfin, dans ma tête, je dis, oh là là, mais elle, c'est 2020. Moi, ça doit faire, je sais pas, 2012 à peu près. C'est pas grave. Du moins, on a 2 profils qui font des études à l'étranger, d'accord, et qui rentrent pour apporter de la plus-value au Congo, d'accord. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que vous avez été choisi, parce que justement, vous êtes dans le modèle où vous entreprenez au Congo. Non, voilà. Ça, c'est vraiment important de souligner. Et quand vous arrivez au Congo, vous voulez entreprendre, quels sont les premiers défis auxquels vous avez fait face? Pour ma part, sincèrement, je rentre, je quitte la France, je travaille dans une... J'avais quasiment fini mes études depuis 1 an. Je commence un travail en France et puis je fais en anglais, on appelle ça un homesick. Je fais une petite dépression, clairement. Puis j'appelle ma mère un jour comme ça et je lui dis, maman, sincèrement, ce que je fais ici pour les autres, je peux le faire chez moi. Et puis ma mère, elle m'a dit, très bien, mais tu viens de finir, c'était ton rêve. J'ai dit, très bien, ok, mais je veux le faire chez moi, je veux rentrer. Et je pense que tout était lié entre mon désir de retour aux sources, peut-être aussi reconnecter aussi avec j'avais besoin de rentrer. Retrouver ta mère. Oui, retrouver ma mère. Peut-être, sincèrement, combien même, j'avais besoin de rentrer. Okay. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise. Sincèrement, à refaire, je le refais 10 fois. Et quand tu arrives? Et quand j'arrive, c'est la douche froide. C'est la douche froide. Tu reviens pas en vacances. Ça, c'est important de le dire quand on vit à l'étranger, qu'on rentre au Congo, on est en vacances. Donc, c'est un temps court, c'est un temps glamour, c'est un temps où les choses se font vite et bien, on voit du monde. Mais là, mes frères et sœurs arrivent et ils repartent. Et je reste seule. Et c'est la douche froide parce que on pense que c'est beaucoup, pour ma part, pour mon expérience à moi,
Au fait, issu d'une famille aisée ou pas aisée, trouver du travail, c'est dur au Congo. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on est jeune, parce que la question du genre compte, et parce que dans mon corps de métier spécifiquement, mais qu'est-ce qu'elle va venir faire ici ? Enfin, quelle sera sa valeur ajoutée ? Donc, c'est extrêmement difficile. Et dans la ténacité, on demande de l'aide. Sincèrement, j'ai demandé de l'aide, j'ai frappé à beaucoup de portes. On m'a dit non. Tu demandais de l'aide, pourquoi ? Demander de l'aide pour avoir du travail, tout simplement. Je vivais chez mes parents, alors que je ne vivais plus chez mes parents depuis l'âge de 16-17 ans. Et je reviens au Congo, je n'ai pas d'endroit où vivre, donc je vis chez ma mère. Il faut que je trouve un travail pour me débrouiller. Et ma mère a une capacité... ma mère, c'est un général. C'est la maman qui est maman et papa. Donc, elle va te donner ton temps d'adaptation et après, au fait, tu participes. C'est pas la fête. Donc, faut mettre... on doit manger, mets la main à la pâte. On doit partager l'essence et ainsi de suite. Et puis d'abord, on partage pas l'essence et ma voiture, t'as qu'à t'en trouver une. Donc voilà. Donc toutes ces petites difficultés-là, elle te met pas dehors, mais elle te fait comprendre que... Tu dois travailler, tu dois te prendre en charge. Exactement. Prendre en main, quoi. Oui. Et ensuite, donc, pour trouver du travail, on trouve d'abord... Et puis, on veut se familiariser avec l'environnement. Donc, c'est pas forcément évident. J'ai trouvé un premier travail qui n'était pas forcément dans mon corps de métier, c'était dans une boîte de construction. On apprend énormément. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est passer du temps sur les chantiers parce que... Donc, tu as trouvé du travail dans une société congolaise. Dans une société congolaise qui construisait des bâtiments. Des bâtiments. Et là, ça t'a permis d'avoir plus... Parce qu'il y a aussi l'architecture, mais la réalité du terrain. Tu as vu comment les codes de construction... Exactement. Nos normes, nos codes et nos réalités. On ne construit pas au Congo comme on construit en France. Ça t'a vraiment aidé alors ? C'était quoi, un stage ? C'était pas un stage, c'était un... En réalité, non, c'était pas un stage parce qu'ils m'ont tout de suite embauché. Je pense qu'ils aimaient bien ma fraîcheur. Et ton point de vue qui est différent parce que tu viens quand même... Mais la difficulté, le problème, c'était peut-être aussi celui-là. On vient d'Europe, donc on a la science infuse. On est jeune, on sait tout, on veut tout, on est impatient. Et au fait, c'est le point positif et le point négatif aussi. Au fait, tu connais rien. C'est pas ton terrain. C'est pas ton terrain. Ouais, c'est pas ton terrain. C'est pas ta cour de récré. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu réapprennes toutes les bases avec le prisme des gens d'ici. Et c'est pas parce que tu as été en Europe que tu t'imposes en white, en blanc sauveur. Moi, je sais parce que j'ai entendu les nouvelles technologies. Vous savez rien. Vous êtes tous nuls et ainsi. En fait, pas du tout. Sonia, donc on a bien compris que tu fais des études à l'étranger, tu rentres, et à quel moment tu décides de te lancer ? Dès que tu rentres, c'est ça ? D'accord. Et quels sont surtout les premiers défis ? Alors, en gros, lorsque je suis rentrée en 2020, je suis restée 6 mois parce que j'étais en train de réfléchir à soit je vais travailler en entreprise, parce qu'il faut savoir, j'ai fait 5 ans d'études. En temps normal, je peux aller travailler dans une entreprise en tant qu'expatriée. Mais pendant longtemps, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que c'était l'idéal pour moi, tout en sachant que j'avais 2 enfants à bas âge ? Parce qu'il faut savoir que je suis maman aujourd'hui de 3 enfants. Mais à l'époque, quand je suis rentrée, j'avais 2 petits garçons. Et après 6 mois de réflexion et de travail, à côté aussi, je travaillais. J'ai préparé un business plan et tout. Et j'ai décidé donc de lancer ma boîte S2G Agency. Et en termes de défis, je peux dire que j'ai eu pas mal de contraintes au niveau administratif. Parce que donc quand je rentre, il fallait donc créer l'entreprise, comme tout à l'heure Yoda l'expliquait. Et au niveau administratif, les démarches étaient extrêmement longues. Surtout quand tu pars toi-même, tu te présentes, on va t'emmener à gauche, à droite. Et en fait, tu n'arrives pas vraiment à te... Mais c'est un peu pareil en Europe, hein. Tu bouges quand tu ouvres une entreprise. J'ai quand même attendu... J'ai attendu près de 5 mois. Non, moi l'URSSAF, je l'ai fait sur mon ordinateur. En une nuit, c'était bouclé. Oui, la semaine d'après, j'avais mon numéro, mon siret et tout ça. Donc, mais là, c'est plus structuré. Mais oui, moi, j'ai attendu quand même 5 mois pour avoir des documents. CN, ICET, RCC. Ils m'ont fait attendre 5 mois. Et au-delà du côté administratif, lorsque j'ai fait un business plan, pour lancer une entreprise, il faut du financement. Donc, j'ai fait mon business plan, j'ai commencé à étudier le marché. En termes d'agence de communication, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que les gens faisaient ici. Et ensuite, je suis partie donc, auprès d'un notaire aussi pour faire les statuts de l'entreprise. J'ai créé mes documents. Et il fallait réfléchir comment avoir le financement.
Et aussi présenter donc mon projet à mes amis, mes proches pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce que je pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il est important d'avoir les avis de tout un chacun. Mais qui peuvent être négatifs comme positifs. Qui peuvent être négatifs et comme positifs. Et puis il faut savoir que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent les gens ils sont assez sceptiques. On se dirait, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi tu fais ça? Il y en a déjà. C'est pas tout le monde qui va t'encourager. Mais bon, moi, j'étais quand même assez sûre de mon idée, donc je présentais. Et il faut savoir que je suis mariée. Et donc, la première personne à qui je présente mon projet, c'est donc mon mari, mon conjoint. Je lui dis, du coup, voilà mon projet, je veux me lancer. Peut-être que tu pourrais m'aider dans le projet. Et c'est là que mon époux me répond non. Okay. Je dis, non, pourquoi? Parce qu'il croyait pas au projet? Non, c'est pas ça. Parce que je suis quand même assez jeune. Et il me dit, pourquoi je vais financer ton projet? Qu'est-ce qui me prouve que je vais pas jeter mon argent pourquoi je vais t'aider à faire ton projet? Qu'est-ce qui me prouve que je vais pas jeter de l'argent à la poubelle? J'ai dit, non, mais voilà. Il m'a dit, t'as fait un business plan, ok? Va à la banque, présente ton projet à la banque. Et si la banque te dit qu'il est bancable et que c'est intéressant, tu viens, tu me dis, je vais peut-être t'aider. Et c'est ce que tu as fait? Je suis partie à la banque. En fait, ça m'a un peu vexée. Je vous avoue que ça m'a un peu vexée. Pourquoi? Je me suis dit, ça m'a beaucoup vexée. Je me suis dit, mais attends, mon mari, il aide les gens facilement. Il a tendance à aider les gens. Parfois, je vois, il y a des gens, ils ont des projets, c'est n'importe quoi. Et quelqu'un va faire je dis pas une boucherie que c'est n'importe quoi, mais quelqu'un va dire, voilà, j'ai un projet de boucherie. Il sera le premier à aider. Mais moi, son épouse... C'est utile. C'est utile peut-être, mais en fait, c'est juste pour dire que il y a des projets les gens, parfois, ils n'ont même pas fait d'études de marché. Ils viennent, ils lui demandent, ils financent. D'accord, ton mari, il finance... voilà, il aide les gens. Et pourquoi il a refusé de m'aider? Pourquoi il a dit non? Il a dit non, il a dit catégoriquement non. Et parce que peut-être qu'il te connaît, il se dit que... non, il sait que je suis très sérieuse. Quand je fais quelque chose, je suis vraiment carrée. Mais pourquoi tu ne soutiens pas? Il t'a pas soutenu? C'est là que j'ai pas compris, ça m'a vexée. Je dis, ok, tu veux pas m'aider, je vais me débrouiller. Tu es allé à la banque? Je suis pas allée à la banque, je vous l'avoue, je suis pas allée à la banque. Ce que j'ai fait, j'avais un peu d'économie. J'ai un peu d'économie de mon côté. On parle de combien, Sonia, d'économie? C'est un podcast, il faut qu'on se partage. Oui, je pense que lorsque j'ai lancé S2G Agency, je peux dire que c'est une agence de communication, il faut pas beaucoup. Je peux dire que... Ça dépend. Non, il faut pas... Je peux dire ce que je peux vous dire. Le seul truc que j'ai financé, c'était mes écrans LED. Au début, j'en ai acheté, je pense, 16. Et je peux dire ça même. Ouais, 16. Ça m'a coûté aux environs de 15 000 $. 15-10 000 $. Donc, ton projet de taxi parce que j'en avais acheté d'écran 16. LED sur les taxis, ça te prend 15 000 $. Ouais, et donc, tu avais besoin des 15 000 $ pour pouvoir acheter les écrans. Pour pouvoir acheter les écrans. D'accord. Et c'est là que ton mari, en fait... Il a dit catégoriquement non. Parce qu'après, le côté marketing d'influence, on n'avait pas forcément besoin de financer quoi que ce soit. Donc, il me dit non. Et donc, du coup, je dis, je vais me débrouiller. Vaut mieux commencer avec un peu. Et au fur et à mesure, grandir. Et on aura des entrées d'argent. Et après, on pourra travailler. Donc, c'est là que je décide de travailler de mon côté, de plus lui en parler. Je dis, de mon côté, je vais travailler, je vais lui prouver. Parce qu'il m'avait mis au défi. Parce que pour moi, c'était clairement de me mettre au défi. Tu te dis que mon truc, peut-être qu'il ne va pas marcher et tout. Mais moi, laisse-moi, je vais travailler. Je vais travailler seul et je vais te prouver que ça va marcher. Et je pense qu'il a fait exprès quand même. Aujourd'hui, avec du recul, je pense qu'il a fait, il a fait exprès de challenger. Oui, il m'a challengé. Et justement, aujourd'hui, je l'en remercie. Parce que grâce à ça, ça m'a permis d'aller... plus loin et de lui montrer que j'étais capable de faire ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, il est fier. Parce que lorsqu'il a vu comment j'ai travaillé d'arrache-pied, je suis partie, j'ai fait tous mes documents seule. Je n'ai pas eu à demander à un notaire d'aller faire des documents. J'aurais pu pourtant. Mais je suis partie moi-même à l'administration. Je suis partie, j'ai tapé 2 heures, j'étais assise sous le soleil. Je faisais des allers-retours. On me disait, viens aujourd'hui, repars. J'ai fait tout ça. Les fameux 5 mois pour obtenir le document. Pour obtenir en fait, je me suis vraiment mise dans la peau d'un entrepreneur congolais. Ok, tu avais besoin de ça pour t'acclimater aussi. C'était pas que j'avais besoin. Tu n'as pas le choix? Non, c'est pas que j'ai pas le choix. C'est pas que je me comporte comme un entrepreneur qui commence. Exactement. Donc je me mets dans la peau de cet entrepreneur qui commence. Et donc il faut que j'ai l'habitude de faire mes choses seule. D'accord. Donc j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que S2G Agency, c'est la sueur de mon front. Ça, c'est très bien. Voilà. Suite à cela, donc, lorsque j'ai lancé, donc les défis que j'ai rencontrés, c'est aussi avoir de la crédibilité face aux entreprises. Oui, parce qu'après le lancement, je suis une jeune fille, j'arrive, il faut faire de la prospection client.
Tu vas vers des entreprises, tu te présentes, tu vends ton projet. Avant de lancer, tu dis, voilà, je vous propose ce service. Les gens, en fait, ils se disent, mais elle se prend pour qui, en fait? Elle est qui, elle? Beaucoup d'entreprises m'ont fermé la porte. Pourquoi? Je ne saurais vous dire, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je j'étais une jeune entreprise. Parce que tu n'as pas de règles. Oui, parce que tu n'as pas de backup. Je venais de commencer. Peut-être parce que je venais de commencer. Pas de retour sur expérience. Je sais pas réellement, mais je pense que c'était dû au fait que je venais de commencer. Ils voulaient pas me laisser ma chance. Mais au-delà de ça, je peux dire que les entreprises qui m'ont ouvert les portes, c'était plus les étrangers. Par hasard. Oui, c'est plus les étrangers qui ont cru à mon projet. Et suite à cela, lorsqu'il y a eu 2 entreprises étrangères qui ont accepté de collaborer avec moi, c'est après, progressivement, les autres aussi ont commencé à dire, tiens, c'est sérieux. Sonia, le plus dur dans le business, c'est d'avoir le premier client. Oui. Ouais, c'est comme l'argent. C'est le premier million qui est le plus dur. Après, ça s'enchaîne, quoi. Ouais, et puis ça s'est enchaîné. Et justement, on a vu que c'était une boîte sérieuse. On a commencé, on s'est trop... Au bout de... Je pense qu'on a travaillé pendant 1 année parce qu'il faut dire aux gens clairement que lorsqu'on lance une entreprise, c'est pas au bout de 2-3 mois qu'on devient... qu'on a un retour sur investissement. Voilà, on a un retour sur investissement où on gagne de l'argent. Parce que derrière, tu as des charges, tu payes d'abord tes employés. La priorité, c'est tes employés. Donc, tu as toutes ces contraintes-là. Donc, on a travaillé... Au bout de 3-4 ans, après 5 ans, voire même 6 ans dans certaines entreprises. Je pense que S2J Agentis, je peux dire au bout de 2 ans. 2 ans? Au bout de 2 ans, on a quand même eu un retour sur investissement. Les gens y prenaient. Et donc, du coup, ça allait. Et justement, parlant du cas de mon mari, lorsqu'il a vu ça, c'était limite une fierté pour lui. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il a commencé. Pour lui, il était fier de son épouse. À quoi? Injecter des sous? Non, pas forcément injecter des sous. Investir. À m'aider. Parce que m'aider ou investir? À m'aider. Parce que je veux dire, en toute transparence, vous voyez, lorsque j'ai commencé S2J Agency, mes premiers locaux, ils étaient à Wendy. C'était ma mère, elle vit à Wendy, elle a sa maison. Et elle avait un petit local de côté, je sais pas, un petit truc, un débarras. Et elle me l'a donné pour que je mette mes bureaux. D'accord. Donc, pour vous dire que j'ai pas eu d'argent, on m'a pas donné 10 millions, 20 millions pour investir. Mais tu aurais bien aimé, parce que c'est ce que tu as fait, tu as demandé à ton mari. Oui, j'aurais bien aimé, mais il a pas voulu. Donc, si j'avais eu de l'argent facile, je serais... Et est-ce que c'est parce que l'entreprise s'est développée que tu as quitté ONZ pour prendre des locaux en fait, c'est lorsqu'on a vu que c'était sérieux. Et puis, souvent, quand les clients ils arrivaient, ils se plaignaient, mais c'est loin, c'est caché. Je me suis dit, non, mais en fait, le positionnement d'une entreprise, c'est important. C'est important. Il faut vraiment... C'est pour ça que nous, on a Elbow. C'est la clé, en fait. Ouais, voilà, c'est la clé. Et il fallait que j'ai un endroit bien positionné. Et c'est de là que mon époux, il m'a dit, écoute, je vais t'aider. Aider ou investir? C'est là que moi j'ai besoin de savoir ça. C'était aider, c'est-à-dire qu'il te donne, mais il n'attend pas de retour. Je vais t'aider à trouver tes locaux. Donc la première fois qu'il m'a aidé, c'était pour mes locaux. Et il m'a aidé à trouver. Donc je me suis retrouvée au Tour Jumelles en face du Radisson. D'accord. C'est là qu'on a pris. Il m'a financé ma première année de loyer. Juste la première année. Mais après, dès qu'on a commencé à être rentable, S2J Agency a pris en charge toutes ces charges. C'est très bien. Donc voilà un peu pour la petite histoire. C'est très très bien. Comment tu as financé ton projet? Alors pour ma part, moi j'avais pas un rond. Personne n'avait envie de me financer. Les banques au Congo ne financent pas les startups. Ils ont les microcrédits. C'est clairement un gouffre. Vraiment, je vous déconseille à tous de vous embarquer là-dedans. Donc j'ai commencé tout en bas, sans un rond. Ma mère m'a effectivement aussi prêté un local. Je n'avais pas d'employé, j'avais mon ordinateur et mes 10 doigts. Et mon premier client était mon esthéticienne, que je connaissais depuis toute petite. Elle avait un tout petit salon de coiffure, pignon sur rue. Et puis elle m'a dit, écoute, j'ai pas grand-chose, j'ai 300 000 francs. En tout et pour tout, si tu peux faire quelque chose... Elle voulait quoi Elle voulait que je rafraîchisse un petit peu. C'était juste une pièce. Une toute petite pièce, et elle voulait que je rafraîchisse, et je lui ai dit, mais 300 000 francs, et j'avais pas un rond, donc j'ai trouvé que c'était waouh. Je trouvais que waouh. C'était trop, c'était beaucoup. Non, mais c'était énorme, mais quand t'as pas un rond, je trouvais que j'étais arrivée. Attendez, je suis payée 300 000 francs pour quelque chose que j'aime faire. Exactement, je comprends. Incroyable. Et puis moi, je suis la reine, j'aime bien chiner, j'aime bien recycler, voilà, et ça démarre là. Donc et c'est terrible, parce que ce projet, sincèrement, je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais je pense pas que ce soit l'un de mes plus... une grande... Mais je pense que le point, je tiens à préciser, le point sur l'affect, c'est peut-être une... tu me diras oui ou non, mais l'affect que je mets dans mes projets et le rapport que je mets au projet, peut-être que c'est ce que mes clients aiment bien.
et le storytelling qu'il y a autour aussi peut-être. Mais c'était un projet très simple, mais fait avec beaucoup d'amour. Et donc, avec cette première somme-là, j'ai pas eu besoin, sincèrement, et ça, je remercierai jamais assez mes clients, de faire de publicité. J'en ai jamais besoin. C'est parti du bouche à oreille. Du bouche à oreille. C'est vrai, en plus. Depuis ce jour-là, j'ai eu du bouche à oreille tous les jours. J'ai enchaîné tous les projets que j'ai eus. Ça fait faire presque 15 ans. Ouais. Tous ces projets-là, je n'ai pas communiqué une seule fois sur un seul projet. C'était que des recommandations. Des clients satisfaits qui recommandent ces services en architecture, en design. Incroyable. Comment vous êtes des femmes, des femmes battantes qui entreprennent au Congo. Quel est le rapport entre justement les hommes justement et vous dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire que dans ton équipe, par exemple, Sonia, tu as des hommes, tu as eu des difficultés par rapport à ça ou dans tes démarches? Est-ce que toi, c'est des clients? Est-ce qu'en tant que femme, on a des mauvais rapports ou on n'a pas? Ça vous arrive d'avoir des mauvais rapports avec et l'administration et les collaborateurs parce que pour eux, vous êtes des femmes? Moi, pour ma part, au niveau des collaborateurs, je dirais non. Parce que j'ai toujours eu des collaborateurs qui ont toujours été assez respectueux, malgré mon jeune âge. Ils sont là, ils sont corrects. Et puis, je travaille beaucoup avec des jeunes. Et je mets en valeur ces jeunes-là, je leur donne l'opportunité. Et puis, je peux dire que je ne suis pas un chef exigeant. Tant que le travail est bien fait, je vous laisse être créatif, faire votre travail comme vous voulez. Et je peux dire que les contraintes que j'ai, c'est peut-être au niveau des hommes. Lorsque je vais dans des entreprises, voir des clients, et ça arrive, ils sont parfois un peu maladroits. Je suis une femme et tout, jeune dame. Et certains hommes ont tendance à être maladroits, mais je pense qu'il faut savoir comment les recadrer, les expliquer comment ça se passe pour éviter certains malentendus. Et c'est Moi, c'est tout le contraire. Je suis un monstre. Je suis... Non, sincèrement. En réalité, bon, allez, je vais peut-être pas dire ça comme ça, mais... Est-ce que tu as déjà reçu on va appeler ça des obstacles liés au genre, le fait que tu sois une femme? Moi, pour commencer, je vais quand même reprendre un point sur ce thème. Ça m'agace un petit peu qu'on genre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est dur pour les hommes comme pour les femmes. C'est vrai. Commençons par là. Mais non, là, pour l'instant, on met en l'honneur les femmes. Bon, alors... Après, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes ici au Congo. Hein, oui, bien sûr. En termes de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, mais bon, quand tu entreprends, hein, que tu sois une femme ou un homme. Hein. Pour moi, c'est galère pour tout le monde, homme là, on comme met en femme. valeur les femmes qui entreprennent. Maintenant, il y a les facteurs suivants. On est femme, on est jeune, on est noir. J'ai entendu plusieurs fois, en arrivant en réunion, mais il est où l'architecte? Je suis là. Bon. Je travaille principalement avec des hommes dans mon corps de métier. J'ai la personnalité et le tempérament que j'ai. Bon, à tort ou à raison, grâce ou non, je n'en sais rien. Mais on est obligé au bout d'un moment de former plus qu'une carapace pour pouvoir jauger, affronter, supporter, que ce soit les maladresses ou non, que ce soit les offenses, clairement, les offenses ou non. On est obligé parce que c'est le travail, c'est le travail. C'est ce que j'ai choisi de faire, voilà. Maintenant, le facteur, je ne sais pas si c'est une généralité, mais c'est vraiment le constat que je fais, et même à l'étranger. Le genre, la couleur sont des facteurs importants dans les métiers, dans tout type de métier. Mais au Congo, on n'a pas de problème de couleur, parce qu'on est tous... Non, si, il y a un problème de couleur et de genre pour mon métier. Au Congo, dans mon métier à moi. Tu as déjà rencontré des gens racistes? J'ai jamais eu de problème de couleur. En réalité, si, parce que dans mon métier à moi... Non, mais ici, il n'y a pas le racisme au Congo. En fait, je m'exprime. Je vais vous expliquer. Pour mon cas à moi, dans mon corps de métier, aujourd'hui, les entreprises qui ont le monopole de grandes structures dans la construction sont des entreprises où les patrons sont blancs. D'accord? Ok, blanc ou libanais. Blanc ou libanais. Ouais. Même chose là, la peau est claire.
Donc, ces gens-là ont, le monopole, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas de concurrence. D'accord, mais sur les marchés publics. Même sur le privé. Même sur le privé. Même sur le privé. La plupart des gens, des particuliers qui veulent construire des maisons au Congo, ils ne vont pas aller voir des Libanais. Pour eux, c'est trop cher, trop grand. Mais bien sûr que si. C'est vrai aujourd'hui. Bien sûr que si. Incroyable. C'est les Libanais qui ont le monopole. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois. Prenez l'exemple, et ça c'est malheureusement pas que au Congo, c'est en Afrique. Prenez une femme blanche, positionnez-la dans un showroom. Vous dites, elle a posé 2 verres à l'envers et ainsi de suite. Vous lui collez l'étiquette de décoratrice ou d'architecte ou peu importe. Qu'elle ait fait ou pas fait, parce qu'elle est blanche, parce que ça présente blanc, ça passe. C'est vendable. Compétence égale ou même supérieure, sans référence. Vous la mettez dans un magasin d'aménagement ou dans un cabinet d'architecture. Pour se vendre, elle devra en dire et en faire beaucoup plus. Une femme noire. Une femme noire. Oui, parce que tu dis sans référence. Avec ou sans référence, c'est-à-dire que tu mets la blanche au Congo en particulier, et je l'ai vu plusieurs fois. Donc on a plus confiance au Congo en ce qui concerne l'architecture. Après, je pense qu'il dans un architecte libanais blanc. Attends, je veux juste comprendre ton idée avant de... Je pense sincèrement que le point de la couleur ici compte. Dans l'architecture, on est d'accord. Pour moi, je vais prendre mon prisme de on va pas parler du vendeur de pain. On a plus confiance en se disant, voilà, le blanc est plus structuré. Je te coupe pas, mais tu sais que l'architecture, c'est quand même... Allez, j'ai envie de te dire, c'est aussi sensible que la médecine. On parle quand même de quelqu'un qui va investir de l'argent. J'entends, mais l'un n'empêche pas l'autre. Un particulier investit de l'argent dans sa maison. L'État investit de l'argent dans la construction des infrastructures. L'un des meilleurs architectes aujourd'hui mondial, Kéré, qui est vraiment mon idole, est noir. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, d'accord, on est d'accord. Ça veut dire que vraiment, l'habit fait le moine. Ça veut dire que tu n'as pas la bonne couleur. Bien sûr. Donc, voilà. Non, mais moi, j'y vais. Moi, je viens par rapport à un raisonnement. D'accord, ici. Toi, tu es arrivé, allez, on va dire, après les Libanais. Les Libanais ont eu le temps de faire leurs preuves, de réussir des chantiers, de pouvoir s'installer, de s'agrandir. Toutes les sociétés qu'on voit ici, avant, elles n'étaient pas aussi des grosses mastodontes. C'était d'abord des entreprises qui ont développé, ainsi qui sont développées au fur et à mesure. Toi, tu arrives. Tu dois faire tes preuves. On est d'accord. Femme ou homme, tu dois faire tes preuves. C'est quand même, on parle quand même d'écosystème local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux boire de l'eau, tu vas pas te poser. Tu sais quelle eau que tu veux prendre. Tu vois. Après... Donc, si tu veux construire une maison, si tu veux, en tant qu'État, injecter de l'argent dans les infrastructures, tu sais exactement quelles sont les sociétés avec lesquelles tu as besoin de travailler sur les appels d'offres. Jusque-là, j'entends et je suis d'accord. Tu ne penses pas que ça, on aurait pu dire que le fait que ici n'a pas encore fait ses preuves, à ce moment, n'est pas encore recommandable. Non, ça, c'est arrivé. Et ça a été dit. Et jusque-là, ça me convient. Moi, ce qui ne me convient pas, et parce que je le vois aujourd'hui, j'ai plus de 10 ans, donc j'ai fait mes preuves. Mais il y a toujours, et encore malheureusement, cette tendance, s'il y a un architecte étranger qui arrive sur un marché congolais, compétence égale, avant même de revenir à la référence de ton architecte congolais avec qui tu travailles, tu te dis « Ah, mais je vais quand même demander au blanc ». Mais moi, je pense que pour rebondir à ce que tu dis, c'est pas un souci de couleur. Je pense qu'ici au Congo, les gens ont tendance à faire plus confiance aux étrangers qu'aux Congolais eux-mêmes. C'est vrai. C'est concerne le travail. On a un problème de valorisation de. C'est pas seulement parce que c'est pas lié juste à l'architecture, c'est lié à tous les domaines. Oui, à tous les domaines. C'est vrai. Les agences de communication, regarde. Nous, on est là, Kabadi Solo, on investit de l'argent, S2J Agency. Tu sais, nous, on n'a pas le problème de faire la publicité des uns des autres. Les agences défilent ici. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on a vraiment très peu. Mais on a un problème de la valorisation. Le truc, c'est que est-ce qu'ils ont tort ou pas? Non, ils ont tort. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui... Tu sais, l'avantage qu'on a, je vais te dire un truc. La force de frappe de Kabadi Solo, par exemple, je parle pour mon compte, au moins que je me vende une fois dans ma vie, c'est qu'on a 2 choses que les autres n'auront pas. On connaît le territoire. On connaît le territoire. Tu peux monter, tu peux descendre. On sait. Nous, on est des Congolais. On n'est pas les Congolais de non. On est des Congolais, des Congolais. Et dans notre équipe, on a des Congolais, des Congolais. C'est vrai que. Et puis de deux, on a les idées qui vont s'adapter. Ah, c'est Congolais. Point barre. Effectivement. Point barre. Le reste, c'est du blablabla. Effectivement, Abdoul. Mais après, je généralise pas. On n'est pas tous mauvais. Moi, je vais prendre par exemple l'exemple de mon fast-food Colia Express. C'est une très belle initiative. Je t'ai même dit que j'étais sur un coup avec une cousine pour ouvrir le même projet. Dès que j'ai vu que tu as ouvert, je fais ça sert à rien. Mais non, le marché est ouvert. Non, ça sert à rien. Tu es bien situé. Je visais le local aussi. Je vais en ouvrir un deuxième là bientôt. Ah, mais franchement, regarde, nous on fait ça. Bon, encouragement, c'est très bien. Merci. Ouais, donc pour revenir, je peux dire que je veux pas généraliser, mais je pense que nous les Congolais, on n'a pas forcément l'amour du travail. On est un peu
de Paresseux. fonctionnaires. De C'est ça? fonctionnaires. Ah, de fonctionnaires. On est Pas paresseux. fonctionnaires. Pas paresseux. Moi, je dirais on n'est pas travailleur. On n'est pas travailleur, Non, c'est on est vrai. un peuple de fonctionnaires. Parce que Fonctionnaire à tous les sens, hein. Donc fonctionnaire, l'armée, en fait, fonctionnaire, on aime médecine, être fonctionnaire. devant un bureau et tout. Voilà. C'est ça, Travailler on pour aime le l'État. bureau, c'est vrai. Parce que j'ai vu cette réalité lorsque j'ai créé donc Colia Express. Je vous dis pas, j'ai pris que des Congolais, mais c'était chaotique. Tout allait dans un sens au début lorsque j'ai lancé, parce que Les cuisiniers, la caissière. Non, c'est les vrai. serveurs, Ça, c'est vrai. c'était vraiment, faut dire je la vous dis, vérité, c'est un vrai. casse-tête. C'est vrai. Non, c'est vrai. Le gérant, c'était n'importe quoi. Maintenant, quand tu prends un étranger qui a Et déjà cette et j'ai culture-là, commencé à réfléchir. il y a Je me une suis dit, rigueur pourquoi pas professionnelle. aller Une rigueur. chercher un étranger pour être gérant. mais c'est quoi le vrai problème alors chez nous? Est-ce qu'on n'a La- pas... On n'est pas sérieux. Non, On n'est on pas n'a sérieux? Non, je suis On pas n'est pas d'accord. sérieux. Non, La je pense qu'on est sérieux. formation. On n'a pas Il y a la pas Je pense que c'est même pas formation. une Mais question bien de évi- mais bien formation. évidemment. C'est vrai qu'il y a la formation. Non, il y a un La, peu- for- aussi, la formation formation, hôtelière ici. mais attends, je suis désolée. Si tu as une réelle, au fait, en réalité, si ce n'est la volonté de vouloir faire du business, Oui. sincèrement, qu'est-ce qui diffère de nous ou des autres? C'est qu'on a eu de la formation. Moi, je pense aussi que c'est l'amour du travail. Mais Parce comment, que comment l'amour du travail arrive si tu n'es pas formé Moi, à pour- ça? moi, pour moi, Si je- tu n'as pas le travail, cette rigueur qu'on t'inculque pendant tes années de formation. Moi, c'est formation plus amour au travail qui donne culture du travail. Je suis totalement Et d'accord. on peut arracher beaucoup de choses, mais c'est la culture du travail. Tu sais, le travail, Je suis c'est toute d'accord. une culture. Je suis totalement Tu d'accord. vois, la tendance de se réveiller le matin, Se lever la le matin, volonté du matin, s'habiller, c'est toute une culture. comment je s'habiller, m'habille comment pour je travailler, m'habille, comment- exactement. La culture du travail. Comment je me présente, Ouais. sincèrement, dans notre initiative d'entreprendre et de faire les choses, on devrait faire plus, entreprendre plus et accompagner plus. Parce que c'est facile aussi de critiquer les instances étatiques, mais je vois que même ceux qui peuvent et qui ne sont pas État Mais ne ils le font pas. Bien Bah, sûr. en fait, si on Mais parce fait qu'on tous- ramène tout à l'État. Exactement. Mais il y a plein de sociétés dans lesquelles, au fait, on n'attend pas l'État. Oui, bien Et sûr. les gens font quand même et accompagnent l'État. Nous, on n'a pas Sans attendu se l'État subst- pour créer Kabali Solo. Exactement, sans se substituer à l'État. Et donc, il faut qu'on arrête un peu cette espèce de pauvreté d'esprit en se disant, si l'État ne fait pas, on attend. On se plaint, il n'y a pas de travail. On se plaint, il n'y a pas ceci. On n'arrive pas à travailler. Vous arrivez à entreprendre. Est-ce que c'est le fait que vous venez d'une famille aisée, toutes les deux? Est-ce que c'est le fait, parce que je connais un peu toutes les deux, est-ce que toi, c'est parce que tu as fait des études à l'étranger que ça a dû marcher pour toi? Parce que les gens qui nous regardent, les femmes, on s'adresse beaucoup d'autant plus aux femmes sur ce podcast, est-ce que c'est parce que tu es Yessé ou Sébi Izouabi, toi c'est parce que tu es Sonia Jacquet que vous avez pu mettre en place des entreprises qui tournent? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour ma part, Oui. je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Je dis 4 enfants, mais en fait, on est 5 avec ma sœur Yassel. Et ma mère a toujours mis un point d'honneur. Ma mère était veuve très jeune. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui était un tournant ou un marquant ou un moteur dans ma vie. À la mort de mon père, ma mère a appuyé sur le bouton off. Donc, elle a éteint la lumière. Et quand elle a réallumé la lumière, elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Voilà. Et toute sa vie, le moindre centime qu'elle a gagné, elle l'a investi sur nous. Donc, les études, c'était non négociable. Et nous, on fait partie de la génération où on avait peur des parents. C'est-à-dire qu'il y avait... Au fait, non. On avait peur des parents. Donc, on a tous été à l'école. On a tous eu des diplômes. Moi, j'ai entrepris parce que c'est mon truc. Moi, j'ai un côté esprit libre. Mais mes sœurs travaillent dans des structures. J'en ai une qui est courtier en assurance, que tu connais. J'en ai une qui est juriste. J'ai mon petit frère qui travaille dans une structure de l'État pétrolière. Ils sont dans les bureaux. Voilà, ils sont assis dans les bureaux. Moi, j'ai décidé d'entreprendre parce que c'est mon truc. Parce que j'ai besoin de liberté. Donc, parce que famille aisée ou pas, aisée ou pas, c'est pas le l'entrepreneuriat problème. vient d'abord d'une volonté. Pour de moi, pouvoir c'est juste- que la Ok. volonté de se dire, voilà, je veux. Au fait, la parole est vraiment, pour moi, solvatrice. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, c'est le porteur. C'est ce qui te... Si tu dis haut et fort ton intention devient réalité. D'accord. Donc, Sonia, rapidement. Oui, Parce oui. qu'il y a 2-3 questions encore par rapport au thème et puis après on peut s'évader. D'accord. Bah, écoutez, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Quand on venait de famille aisée, déjà mon cas, je ne viens pas d'une famille aisée, premièrement. Et comme Yessia disait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'amour du travail. Il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on ne peut pas le faire. c'est un Donc, luxe même, je trouve, d'aimer son travail. Oui, de, voilà. de pouvoir aimer son travail et travailler. Il faut être passionné. Oui, c'est Il ça. faut être passionné, il faut avoir les idées. Et, Mais c'est très compliqué lorsqu'on vient dans un environnement plus modeste que les nôtres. Bon, moi, je viens d'un environnement un peu
encore très très modeste. Moi aussi, je viens dans un environnement. Oui, mais bon. Non, mais tu sais, c'est différent aujourd'hui. Tu es mariée aujourd'hui. Oui, je suis mariée. Depuis... Je suis mariée, mais quand tu rentres au Congo pour entreprendre, tu étais déjà mariée. Non, mais Abdoul, je pense qu'il faut nuancer les choses parce que quand il y a beaucoup d'enfants qui ont des parents qui ont extrêmement d'argent, qui n'entreprennent pas, qui entreprennent et ça marche pas, ou qui entreprennent et ça marche pas. Ou il y a des femmes qui font pas grand chose. Moi, ce que je veux dire, quand tu rentres en 2020, tu es déjà mariée. Oui. Tu es déjà mariée. Oui. Voilà, tu es mariée et quand je parle de famille aisée, c'est pas forcément ta famille, papa, maman. C'est que tu as une famille, toi, tu as monsieur, tu as toi, tes enfants. C'est aisé. Ménine vit plus ou moins, allez, aisé. Quand Dieu bénit, pourquoi on va avoir peur de... oui, il n'y a pas de problème. Aisé. Est-ce que à ce moment-là, c'est plus facile? Maintenant, à toi de me dire, non, c'est pas plus facile. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas plus facile parce que quand je vous ai dit, c'est vrai que je suis avec quelqu'un qui a les moyens. Quand je lui ai demandé de l'argent pour investir, il a dit non. Donc j'ai dû me débrouiller. Mais le point mais là, j'entends sur le point d'Abdoul, c'est vrai que pour ma part, je pense que si j'avais commencé à entreprendre quand je me suis mariée, peut-être que ça aurait été quand même un peu moins pénible. Ouais. Bon, j'aurais même fait mieux que toi. Moi, j'allais dire au mari, je vais divorcer si tu ne m'accompagnes pas. Moi, je suis une diva, pas possible. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le périple, tu le fais à deux. Tu le fais à deux quand même. Tu vois, plutôt tu as ton mari, tu vois, tu as ta maman, tu as ton papa qui a le moyen. Après, dans ton cas, tu as dit non. Mais je pense que c'est quand même un avantage d'avoir... Allez, tu es dans un environnement donné. Je reste sur ma position, je dirais oui et non, parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui s'en sortent. Donc, nous autres, oui, voilà. Moi, j'ai vraiment ni femme riche, ni mère riche. Ma mère, elle n'est pas riche en réalité. Je te dis que ma mère, attends, pour le coup, vraiment, Madame Osebi Clémence, et tout le monde le sait, c'est une femme qui avait... parce qu'elle avait un mari qui était aisé. Le mari est parti, comme beaucoup de nos papas africains. Allez, la famille a tout recul. Mais elle est là, elle est présente, elle sait. Donc, on est sans un rond. Okay. Donc, quand on redémarre, et moi, c'est ce que je dis, et je le compte à mes enfants, nuit et jour, en fait, rien n'est impossible quand on veut. Bah oui. On a tout traversé. On a traversé les guerres. Parce qu'il n'y a pas un Congolais ici qui n'a pas connu la guerre de 97. Tout le monde on est parti comme ça sans rien. On est revenu, ça redémarre. Et on se reconstruit. Et voilà. Donc, la richesse, ou entre guillemets, matérielle, et tout ça. En fait, tout ça, c'est rien. Parfait. Ok, j'avais une autre question, c'est de se dire, bon, franchement, je vais enchaîner les questions par rapport au thème. On parle d'entreprendre en tant que femme au Congo. Vous savez qu'on est dans une société patriarcale, c'est-à-dire que c'est monsieur, c'est le chef de la famille. Est-ce que, pas pour vos vies à vous, peut-être que vous avez la chance d'avoir des maris qui sont plus ou moins ouverts sur le sujet, mais est-ce qu'il est difficile pour une femme, une fois qu'elle est mariée, d'entreprendre? Je vous parle du Congo, hein. Oui, c'est extrêmement peu. Là, mais parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est le sacrifice. Ouais. C'est en temps, en énergie, en concentration, en attention. En fait, tu produis, tu manges. Tu produis pas, tu manges pas. Clairement. Pour ma part, hein. C'est-à-dire que je travaille, quand je parle de mon premier projet où je gagne mon 300 000, le deuxième projet, faut y aller, faut passer du temps là-bas pour gagner encore 300 000 ou 200 000 ou 100 000, peu importe. Donc, c'est-à-dire que ta vie est calibrée en unité de temps. C'est ingrat. Aucun mari ne supporte des histoires de « je suis au bureau, je suis sur le chantier » et ainsi de suite. Après, il y a les enfants qui arrivent. Après, en fait, ça ne fait que s'enchaîner et on se retrouve sincèrement l'entrepreneuriat. Si je dois genrer l'entrepreneuriat et parler d'entrepreneuriat féminin, pour moi, c'est la charge mentale. Et je pense que si on généralise, je pense que lorsqu'on a un mari qui est assez difficile, ça peut être très compliqué pour une femme. Parce que ici, je pense en Afrique en général, la femme, c'est celle qui s'occupe des enfants, c'est celle qui s'occupe de la maison. Et lorsqu'on a la casquette d'entrepreneur, ça demande énormément de temps. Donc je pense que lorsqu'on est une femme et qu'on entreprend dans ce genre de conditions, ça nécessite beaucoup d'organisation. Ouais. Si on n'est pas organisé, ça peut créer énormément de conflits avec le mari, surtout s'il n'est pas compréhensible. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Déjà, il faut aimer, il faut être passionné.
Si vous êtes pas, si vous aimez pas, vous n'êtes pas passionné, ne vous lancez pas. Et si vous n'avez pas la patience aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est du temps. C'est ingrat. Voilà, c'est du Faut temps. dire la vérité, C'est comme à la salle de sport. C'est ingrat. Tu vas, tu travailles, tu prends la. Dès que tu fais 3-4 jours, tu travailles plus. Moi, je suis impressionnée quand je vois les gens à la salle de sport qui ont du résultat. Je me dis, mais comment ils font? Oui, exactement. Exactement. Ouais, c'est comme l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que la plupart de personnes. Après, si vous pensez vraiment que vous êtes capable, allez-y. Mais il faut savoir que sur 10 entrepreneurs, il y a peut-être 2-3 qui réussissent. Surtout, la plupart des entreprises, elles tiennent même pas une année. C'est ça. Donc, je pense que... Mais c'est bien parce que du coup, au fait, sur un an, tu sais si c'est ton truc ou pas ton truc. Oui, voilà. Mais après, bon, ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez cette motivation, si vous avez envie, bah, ne freinez pas. Allez-y, essayez, tentez. Et puis, donnez-vous les moyens. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Généralement, chez nous, quand une femme entreprend, réussit ce qu'elle entreprend, elle s'affirme comme vous, bah, la plupart de temps, soit elles vont dans la politique, soit c'est la politique qui vient de les chercher. Est-ce que vous, ça vous intéresserait d'avoir une carrière politique? Pour ma part, je travaille énormément avec des politiques. Je suis un enfant issu de la politique et c'est dans mes gènes, donc que je veux. Non, peut-être pas tôt ou tard. C'est pas une question. Je ne me mets pas de points. Je ne focalise pas dessus. Sincèrement, si c'est quelque chose, je rentrerai en politique si je me sens utile et si je sais que ma contribution apportera un plus, une valeur ajoutée. Si c'est pour parader, sincèrement, trop peu pour moi. Sonia Jacquet, elle a déjà l'attitude, la beauté, le charisme, l'éloquence, la vision et le travail. Est-ce qu'un jour... Je ne peux pas dire non, même si aujourd'hui, je n'aspire pas à une carrière politique. Mais si l'opportunité me venait, je pourrais dire que uniquement si j'ai une valeur à ajouter et que c'est nécessaire, pourquoi pas? Merci beaucoup. Elles entreprennent au Congo depuis des années dans des domaines diversifiés. Vous avez l'architecture, design de l'autre côté avec Madame Yessé et puis Madame Sonnet dans la restauration, le make-up et l'agence de communication. Elles ont voulu partager ce moment dans cet instant de communication et d'échange et de conversation sur ce premier podcast congolais qui s'intitule « Et si on en parlait ?» pour justement partager avec nous leurs secrets, leurs défis, leurs challenges. Mesdames, je pense qu'on a fait le tour, sauf des futurs. Les projets, on n'en parle pas, hein, les projets futurs. Hein. On dit restez connectés, vous allez voir les surprises. Pour ma part, rester connecté. Et encore. Moi, par exemple, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est elle-même qui est influenceuse ou c'est la patronne. Exactement. On va la suivre. Suivez Sonia Jacquet. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Sonia Jacquet, ou sur les différents comptes de mes entreprises, notamment donc S2G Agency, ou Collier Express, ou encore Gold Makeup. Très bien. Alors, voilà. Suivez Yoda Group sur Instagram et Facebook. Voilà.